Corruption, gabegie, clientélisme, détournement. Les mots pour peindre la gouvernance en Afrique sont peu reluisants. Et comment accélérer la transition vers la mise en place de sociétés pacifiques au monde de gouvernance ouvert à toutes et à tous? C'est le thème de notre forum de cette semaine. Et nous avons invité au plateau deux personnes ressources pour en parler. Je vous présente d'abord Madame Jeanne Tani-Newe Andjaou. Madame Andjaou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Madame Andjaou est consultante en communication politique et économique, collaboratrice proche de l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings, paix à son âme, ancienne reporter économique et politique de Figaro, Le Point, Le Monde, Paris Match, président directeur général, présidente, comme vous voulez, de société, présidente de l'ONG No Limit for the Best. Madame, son curriculum vitae est très long, mais je vais m'arrêter là-dessus pour la relancer sur sa dernière compétence, présidente de l'ONG No Limit for the Best. C'est pour faire quoi? On œuvre dans tout ce qui est environnement, santé et éducation. Donc, pour résumer, on va dire. Ouais, en faveur de l'Afrique. Oui, en faveur de l'Afrique et surtout en particulier du Togo. Et je disais aussi, ancienne collaboratrice de Jerry John Rawlings, c'est un personnage que vous connaissez très bien? Oui, on va dire ça. C'est un personnage qu'on a côtoyé pendant longtemps et avec qui on a travaillé comme on pouvait et avec qui on a surtout beaucoup appris. Comment l'avez-vous connu? Oh, quelle question. C'est une longue histoire, mais on va dire que c'est dans le cadre de mon ancienne profession, c'est-à-dire quand j'étais au reporter au Figaro, au Le Point, et puis voilà, dans mes fonctions de reporter. Bah, on aura l'occasion de creuser davantage cet aspect de votre curriculum vitae. Notre co-débatteur, docteur Jean-Emmanuel Gnagnon. Docteur Gnagnon, bonjour. Bonjour Gilles. Le docteur Gnagnon est homme politique, homme de lettres aussi. Il intervient notamment à l'université de Lomé, chercheur en gouvernance de l'État et sécurité internationale. Il est maire aussi, maire adjoint, Lac 3 à Gaudrafort. Merci d'être avec nous, docteur. C'est un plaisir de revenir chaque fois sur votre plateau. Alors, donc, pour parler de la gouvernance, comment améliorer la gouvernance en Afrique? Mais est-ce que vous partagez le sentiment général que la gouvernance dans les pays d'Afrique noire est défaillante, pour utiliser un euphémisme? Docteur Gnagnon. Bien, écoutez, la question de la gouvernance sur le plan général est une question assez fondamentale. Parce que d'abord, avant de commencer par qualifier, il faut essayer d'abord de juger de l'existence et aller maintenant jusqu'à voir quelles sont les compréhensions, les appréhensions générales qu'on a donc de la gouvernance en Afrique. D'abord, il faut définir, il faut partir des fondamentaux définitionnels de la gouvernance pour pouvoir savoir finalement si nous avons vraiment une gouvernance en Afrique et quelle est la qualité de cette gouvernance-là et quels sont les résultats produits par cette gouvernance. Vous savez que quand on parle de gouvernance, eh bien, on parle d'abord de l'exercice du pouvoir, on parle du pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir administratif, pouvoir militaire, etc. Et maintenant, l'exercice de ce pouvoir, comment est-ce que cela se fait, la gestion de la chose publique, comment est-ce que cela se fait en Afrique. Et je crois quand même que c'est autant d'éléments d'abord qu'il faut rassembler, notamment au regard du concept même de gouvernance, et avant de pouvoir véritablement postuler qu'elle est défaillante en Afrique. Madame Andjaou. Alors, merci Monsieur Boko. À mon avis, quand on parle de gouvernance, ça peut être on peut le voir différemment aussi. Ça peut être dans une famille, être chef, voilà, dans une entreprise, être chef d'équipe aussi dans une entreprise, c'est une façon de gouverner. Être chef de famille aussi, c'est une façon de gouverner. Donc, il y a tout un... on peut le superposer sur plein de choses. Mais par contre,
La vraie question à se poser, c'est pour moi, hein, c'est que est-ce qu'on a vraiment le bon style de gouvernance en Afrique? Alors moi, je vais plus pencher sur ça, dans le sens où, avant de poser le problème sur quels sont les problèmes de gouvernance que nous avons, il faut aussi se poser la question à savoir si nous avons le bon style de gouvernance. Donc, c'est plus cette question que je me pose la plupart du temps. Ben justement, on vous renvoie la question. Selon vous, le style, il doit être pluriel, puisque vous avez parlé de famille, vous avez parlé d'entreprise, vous avez parlé des pouvoirs publics. Est-ce que nous avons le bon style en Afrique? À mon avis, non, parce qu'on n'a pas forcément une gouvernance, un style de gouvernance adapté à nos réalités. Ça, c'est personnel, hein, c'est un avis personnel. Peut-être que d'autres ne le partagent pas, mais ça, c'est mon avis par rapport à ce que j'observe, à ce que je remarque aussi autour de moi, ou que ce soit dans d'autres pays ou au Togo. D'ailleurs, je me demande si en Afrique, nous avons le bon style de gouvernance par rapport à nos réalités, par rapport à nos traditions, par rapport à notre histoire, par rapport à notre identité. Et donc, voilà, Donc pour vous, nous sommes dans la peau des autres, en quelque sorte, en matière de gouvernance, en matière de gestion de l'État. Oui, pour moi, on a tout simplement... bon, en fait, on ne peut pas prendre le... On a quand même une histoire, hein, et on adopte la gouvernance ou le style de gouvernance, pour dire, du colonisateur, en gros. Par rapport à notre histoire, c'est pas très, à mon avis, c'est pas très adapté. Donc forcément qu'on trébuche souvent, ou bien qu'on se cherche. Parce que, est-ce que c'est notre identité? Parce que par rapport à notre identité, on doit avoir quand même un style de gouvernance qui s'adapte à nos réalités, tout simplement. À nos réalités, à nos coutumes. Il y a tellement de choses chez nous qu'il faut pouvoir avoir quelque chose qui s'adapte à notre style. Et surtout, nos anciens le faisaient. On avait un style de gouvernance en Afrique. On a toujours eu des styles de gouvernance, pour pas dire un style, hein. On a eu divers styles de gouvernance en Afrique, hein. Et donc, selon l'histoire de chaque peuple, voilà. Donc, bon, à mon avis, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment le bon style de gouvernance, et comment faire pour avoir justement le bon style par rapport à notre réalité et à notre identité. Voilà, à mon avis, ce que... Mais bon, je reviendrai à vous tout à l'heure, parce que bien sûr, je voudrais savoir si la gouvernance, en fait, n'utilise pas des outils universels. Est-ce que la gouvernance est à contextualiser? Mais le temps de demander à Dr Djadjon s'il se retrouve dans ce que Mme Mandjaou dit, et selon elle, l'Afrique en matière de gouvernance porte un costume qui n'est pas... Oui, mais je crois qu'il me faudra d'abord revenir carrément sur les fondamentaux de la gouvernance, avant de peut-être aborder également la question sous l'angle du style de gouvernance. Je crois que quand il est question de gouvernance, il faut d'abord partir des standards qui existent, de définition, pour au mieux finir par caractériser le type de gouvernance ou la qualité de gouvernance dont il s'agit finalement en Afrique. Et je reviens donc pour dire que quand on parle de gouvernance, on parle d'abord d'exercice du pouvoir. Et la gouvernance, en ce sens, peut s'appliquer à plusieurs secteurs ou plusieurs domaines, notamment la politique, l'économie, l'administration, l'armée, et autant d'autres domaines encore, puisque même le foncier, la gouvernance foncière. Donc c'est à ce titre que quand on établit d'abord une certaine typologie de la gouvernance, on peut alors parler de la gouvernance politique, on peut parler de la gouvernance économique et financière, on peut parler de gouvernance foncière, on peut parler de gouvernance de l'armée, donc la contribution de l'armée pour l'établissement d'un État, d'une société plus juste et plus responsable. Donc, alors, la gouvernance devient alors essentiellement, comme je le disais tantôt, l'exercice du pouvoir.
et le contrôle, l'exercice et le contrôle du pouvoir. Oui, la gouvernance peut être finalement applicable à plusieurs domaines, même au niveau des familles, puisque c'est fondamentalement la façon de définition des objectifs, la conduite des activités ou des politiques, et même l'évaluation de ces mêmes politiques également, tout en mettant en œuvre des mécanismes et des instruments de contrôle. Voilà donc autant d'éléments qu'il faut rassembler quand on parle de gouvernance. Maintenant, il y a la gestion des États. La gouvernance politique inclut à la fois la gestion des élections, la gestion de l'État, la définition des politiques publiques, la conduite même des affaires publiques, etc. Dans tout cela, nous sommes toujours dans la gouvernance. Il y a la gouvernance économique où on peut alors définir les fondamentaux économiques, les objectifs économiques, que ce soit au niveau macro ou au niveau micro, etc. Au niveau de la gestion financière, on peut également parler de la gouvernance financière en ayant des définitions, des objectifs financiers bien planifiés. Lorsque, par exemple, nous sommes dans les finances publiques, la gouvernance publique intervient véritablement, financière intervient véritablement pour pouvoir encadrer toute la gestion et pouvoir implémenter, n'est-ce pas, les politiques publiques, etc. Et quand nous sommes, par exemple, dans la question de la gestion foncière, nous avons, par exemple, l'administration foncière. Les questions de terre sont assez ontologiques à l'Afrique, consubstantielles à l'Afrique. Et surtout quand nous sommes en Afrique, c'est également une question assez fondamentale, parce que tout à l'heure, sûrement, nous allons venir là-dessus. Lorsque, par exemple, la génération des conflits va arriver, la gouvernance foncière est un élément aussi fondamental lorsque nous parlons de gouvernance de façon globale. Mais grosso modo, je dirais que la gouvernance, c'est finalement tout cet ensemble-là de gestion, de pratiques, de politiques mises en œuvre pour pouvoir diriger une administration, diriger l'État, diriger un département, diriger une division, etc., etc. Donc voilà un peu d'abord, n'est-ce pas, de façon définitionnelle, ce que le cadre, dans le cadre conceptuel dans lequel j'inscris, n'est-ce pas, la gouvernance. Maintenant, parlant de la question de style, il est clair que la gouvernance en Afrique a son style, qui malheureusement est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, semble être dans la peau du style occidental. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il est quelquefois aberrant de constater que le développement ou la gouvernance de l'Afrique se définit sans l'Afrique, peut-être quelquefois en dehors de l'Afrique. Ce qui fait que les fondamentaux de gouvernance, les critères, les indicateurs, les instruments, même les mécanismes, sont généralement définis par les partenaires techniques et financiers en développement. Ce qui, malheureusement, fait que l'orientation stratégique à donner à nos États est souvent donnée ou alors souvent imprimée par des organismes internationaux ou alors des États qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, je crois que c'est à ce niveau où Madame disait tout à l'heure qu'il existe ce style-là qui peut être pluriel et qui appartient à tous les niveaux et à tous les États. Maintenant, le style africain, pour le moment, me semble-t-il, est un style qui est beaucoup plus improductif parce que nous allons en parler sûrement, la qualité de la gouvernance africaine. Mais tout comme la démocratie, qui est souvent donnée comme un élément universel, est-ce que la gouvernance n'est pas universelle? Quand vous parliez du style africain qui est absent dans nos pratiques, est-ce que ce n'est pas une façon simpliste de voir les choses? Est-ce que la gouvernance, elle n'est pas universelle? Quand on parle d'universel, bon, déjà, personnellement, moi, je ne suis pas pour le fait de rendre les choses universelles. Chacun sa particularité. Hier, mon fils m'a demandé pourquoi Dieu a créé les couleurs. C'est une belle question parce que justement, on a créé, il y a des couleurs, il y a tout simplement, nous sommes tous différents. Chacun son histoire, chacun a sa particularité. Et donc, je pense tout simplement que c'est justement ça qui fait notre richesse. Qu'elle soit mondiale ou qu'elle soit restreinte au niveau d'un pays et que nous ayons diverses cultures ou bien que nous ayons diverses ethnies. Donc,
c'est normal que, pour moi, c'est normal qu'il y ait une certaine diversité des choses et qu'on ne fasse pas qu'on n'essaye pas de tout mettre dans un seul, dans une seule moule, dans un moule, pardon, qui est tout à fait commun à tout le monde, quoi. Mais c'est ça, vous êtes en train de dénoncer le concept de mondialisation. Oui, bien sûr, je l'assume totalement, hein, et je n'ai pas, je l'assume, c'est ma façon de voir les choses. On peut avoir diverses façons de voir les choses, et donc ce que je respecte totalement, mais la mienne, c'est que on n'a pas forcément, on n'a pas de style. En fait, pour moi, on n'a pas de style de gouvernance en Afrique, tout simplement. On n'a pas de style de gouvernance. Pour l'instant, on copie un style de gouvernance. Mais le style de gouvernance africain, on ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore et il vaut mieux plutôt chercher notre style de gouvernance. À ce moment-là, on pourra aborder justement les questions de problèmes de gouvernance. Oui, mais comment se fait-il que, par exemple, pour l'expression, le langage, vous parlez anglais, vous parlez français, la langue des autres, mais quand il s'agit maintenant de gouvernance, vous voulez revenir à un style africain? Le fait que je parle français et que je parle anglais, tenez, j'ai un bracelet qui n'est pas produit en Afrique. Donc c'est pas parce que je suis africaine que je ne vais pas, je dénonce ou bien que je renonce forcément à accepter ou bien qu'à tout simplement apprécier le voisin. Je peux apprécier ce que le voisin fait, mais je ne suis pas, et tout en gardant mon identité, tout simplement. Ce que je dénonce, c'est tout simplement qu'on ne garde pas notre identité et qu'on veut forcément faire tout comme l'autre. À ce moment-là, ça pose problème parce que c'est pour ça qu'on trébuche tout le temps et qu'on est là à se demander si ça marche, si ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que c'est toujours l'Afrique qui est toujours dans les problèmes de gouvernance? C'est la vraie question à se poser parce que les autres aussi ont été colonisés, hein. Il n'y a pas que l'Afrique qui a été colonisée. D'autres continents, d'autres pays ont été colonisés. Pourquoi c'est l'Afrique qui reste toujours dans ces problèmes de gouvernance? On renonce à notre identité et après on se demande pourquoi ça ne marche pas. Mais ce n'est pas parce que je porte mon pagne que je ne peux pas porter un costume. Ce n'est pas un problème ça, mais cela ne veut pas dire que je vais assumer que je suis togolaise, mais je peux faire un tour en France ou aux États-Unis, visiter, apprécier un hamburger par là, ou bien un plat français par ici, ou un plat italien, mais cela ne veut pas dire que je renonce à ma pâte le soir, hein. Donc je tiens à ma pâte le soir et j'assume que j'ai une bonne pâte et avec un bon adémé à manger, mais par contre je peux aussi visiter un bon plat de carbonara à côté, quoi. Donc oui, je parle ma langue, c'est ce que j'essaye de donner comme éducation à mes enfants aussi. Il faut qu'on parle nos langues. Je parle mes langues locales, mais à côté je peux parler aussi le français, je peux parler l'anglais. Donc c'est une richesse, moi je trouve, c'est une richesse. Docteur Niagnon, est-ce que le fait d'être dans le style des autres, le style occidental par exemple de gouvernance, implique qu'on ait du mal à maîtriser les outils, les méthodes pour bien faire? Donc, je crois qu'il est clair que quand vous êtes dans la peau de l'autre, vous ne pouvez pas toujours vous sentir à l'aise. Vous ne pouvez pas forcément vous sentir aussi à l'aise comme l'autre dans sa propre peau. Mais vous savez, quand il est question de la gouvernance et quand il est question de style de gouvernance, je voudrais plutôt ramener le débat à un début très lointain. Un début très lointain. C'est-à-dire quand déjà en 1962, René Dumont avait écrit un livre qui était retentissant. Le titre était déjà évocateur. L'Afrique noire est mal partie. Mais lui ne parlait que du domaine agricole. Oui, mais cela s'est généralisé à plusieurs domaines. D'autant d'ailleurs que quand on parle de gouvernance, on parle également d'autosuffisance alimentaire. Et si aujourd'hui la prophétie de René Dumont s'est carrément réalisée en termes de dépendance vis-à-vis donc de ceux-là même qui étaient encore les colonisateurs d'hier, cela pose problème. Et c'est une réalité. Alors donc je voudrais dire que, vous savez, l'Africain a ce problème de n'avoir jamais su adapter au mieux même ce qu'il importe.
et même que ce soit les questions de gouvernance, de démocratie, d'état de droit et d'autres thématiques assez transversales aujourd'hui, carrément même contemporaines aujourd'hui, l'Africain a besoin de pouvoir créer une sorte de symbiose qui lui permette véritablement d'adapter, de savoir, d'avoir l'art d'adaptation. Et cet art d'adaptation doit pouvoir passer par le canal même de l'adéquation. Tant qu'on ne passe pas par le canal de l'adéquation, l'adaptation même peut être viciée. Ce qui voudra dire qu'en fait, tout ce que l'Afrique peut faire aujourd'hui dans le cadre même de la mondialisation, du transfert des savoirs, des compétences, des technicités et de tout ce qui est possible en termes d'échanges interculturels, civilisationnels, il est important que l'Africain puisse toujours se redéfinir, se repositionner en tant que peuple, pour pouvoir au mieux reparamétrer ses périmètres et savoir de façon claire ce qu'elle adapte, c'est-à-dire l'Afrique, ce qu'elle adapte et ce qu'elle met en adéquation vis-à-vis de ses propres réalités. Les Africains, il y a un problème. Dès la naissance de l'État en Afrique, vous savez, même la notion d'État même n'était pas d'abord africain. Nous avons quand même des types d'États en Afrique avant la naissance des États africains, mais vous allez comprendre qu'à cette naissance même de ces Africains, c'était comme des morts-nés en fait, des prématurés en quelque sorte, parce que l'État africain est né dans un contexte où l'administration même n'était même pas là. C'est-à-dire que vous avez demandé que vous ayez les indépendances, vous avez eu les indépendances, mais dès que vous avez les indépendances, votre administration n'avait pas encore les ressources humaines compétentes, appropriées pour pouvoir prendre en charge les services publics, par exemple. Oui. L'armée n'était pas suffisamment qualifiée en ce moment-là pour pouvoir répondre des questions de sécurité intérieure, par exemple. Et vous aviez toujours eu besoin d'être accompagné par même les ex-colonisateurs. Et pendant ce temps-là, vous avez hérité de tout pratiquement de ces colonisateurs, même nos constitutions. Les constitutions de plusieurs États africains, ces constitutions ne sont carrément que des copier-coller tout simplement au mépris des réalités africaines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes d'adaptation même de nos constitutions à nos propres réalités. La démocratie, la manière dont elle est arrivée, elle a fait infraction en Afrique, finalement est un défi pour nous. Jusqu'à maintenant, nos habitudes, l'habitus africain est toujours en déphasage, quel que soit l'endroit même où on se trouve malheureusement, en déphasage avec cette façon de faire. Et il est clair que je ne veux pas trop rentrer dans cette façon de penser la chose pour ne pas être taxé de fanatique panafricaniste, mais je pense quand même que tous les peuples, ou tout peuple carrément, a toujours besoin en temps réel de pouvoir s'adapter, de pouvoir assumer ses propres réalités et de pouvoir générer une vision du monde qui lui permette au mieux de s'assumer et de se mettre en voie, c'est-à-dire sur le chemin, de s'initier et donc sur le chemin du développement. Voyez-vous, lorsque par exemple dans les années 1960, 1970, les Nations Unies avaient célébré et créé les 10 ans ou bien les années de développement de l'Afrique. Depuis ce moment, on a commencé par conceptualiser, concevoir les modèles de développement pour l'Afrique et qui sont carrément non appliqués. La preuve, si pendant plus de 60 ans ou plus de 50 ans, l'Afrique était déjà dans le développement ou sur la voie du développement jusqu'à aujourd'hui, et qu'on est toujours en voie de développement. Et il a fallu réajuster d'abord l'année des Nations Unies pour l'Afrique. Ensuite, il y a eu des plans de développement pour l'Afrique. Au niveau du Nigeria, on avait conçu des plans. Après, il fallait encore réajuster ces plans-là. Après, des programmes d'ajustement structurel. Après, il faut PPTE. Tout cela. Et le jour même où on nous avait déclaré PPTE, les gens même ont cassé des bières. Parce que les gens étaient contents, mais que l'Occident a fini vous êtes trop gentil, c'était des champagnes. Les gens étaient trop contents d'être déclarés, par exemple, des PPTE. Voyez-vous? Donc, je veux dire tout simplement que le malheur de l'Afrique, quand on parle d'être dans la peau de l'autre, c'est que le développement de l'Afrique se conçoit quelque part, dans un bureau quelque part, où des stratèges sont là et c'est eux qui définissent
le développement de l'Afrique en dehors de l'Afrique. Et pour moi, c'est un malaise. Il faut que les Africains finissent par s'assumer et que les Africains prennent en main, n'est-ce pas, ces chantiers aussi vastes de définition de leurs propres priorités pour pouvoir au mieux asseoir leur propre développement. Alors, si je résume ce que nous avons dit jusqu'à présent, ça veut dire simplement que l'Afrique a raté son indépendance et les pays africains ont raté leur indépendance, c'est-à-dire l'autodétermination, la façon de penser par soi-même, pour son peuple. Cette étape a été ratée, Mme Anjao. On parlerait de raté s'il y a vraiment eu indépendance. On parlerait de raté s'il y a vraiment eu indépendance. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment d'indépendance. Maintenant, il y a ce qu'on nous dit. Et lorsque notre propre histoire nous est contée par quelqu'un d'autre, dans notre système d'éducation, ne serait-ce, on ne peut pas parler d'indépendance. Lorsqu'on ne peut pas nous-mêmes faire, mon frère ici est professeur et je pense qu'il a donné, pour aller dans son sens sur certains exemples qu'il a pu donner, le système LMD par exemple, qui a été mis en place à un moment donné. Ça chevauchait au début. On n'arrivait pas vraiment à prendre, à mettre ça vraiment en place. Ça ne marchait pas très bien. Les étudiants se retrouvaient justement à se chercher dans arriver au master par exemple, ou arriver en licence. Voilà. Maintenant, il y a vraiment des choses qui sont à penser. Voilà, on va dire à penser. Et maintenant, ça dépend de ce qu'on met dans indépendance. Mais à mon avis, on n'a jamais eu vraiment d'indépendance. Est-ce que les réalités sont les mêmes quand vous prenez les pays francophones, les pays anglophones? On a l'impression quand même qu'il y a une différence. Est-ce que dans les pays anglophones, l'indépendance n'est pas plus une réalité que chez les francophones? Tout à l'heure, on a parlé du feu président Ronlis. Et c'est un homme très traditionnel. Très traditionnel. C'est un homme qui aime manger le bankou avec son poisson, qui aime manger local. C'est un homme qui aime son histoire. Et pour dire tout simplement que dans beaucoup de pays anglophones, ils ont su garder aussi leur identité. Ils ont su aussi garder quand même une forme d'histoire qu'ils essayent de transmettre. Et ils ont su trouver, certains pays bien sûr, certains pays anglophones ont su trouver l'équilibre. Par contre, je pense que beaucoup de pays francophones n'ont pas peut-être eu cette chance-là, on va dire, ou n'ont pas peut-être eu l'habilité peut-être de pouvoir quand même imposer aussi leur identité. Voilà, et donc c'est la différence pour revenir à la base. Déjà, au commencement, c'est un petit peu ce que je peux dire par rapport. Maintenant, il y a tellement comment on dit ça, de paramètres justement qui font que, bon, voilà, c'est pas... Mais certains États ont tenté ce retour à soi-même en voulant imposer une identité africaine. Même par le prénom, Mobutu Sese Seko l'a tenté au Zaïre, et Yadema au Togo. Mais pourquoi ces tentatives n'ont pas marché? C'est tant qu'il était nécessaire d'opérer ce retour à soi-même, ce retour vers les racines endogènes. C'est une question très intéressante, mais maintenant, à mon avis, on ne peut pas faire les choses tout seul. C'est pas parce qu'un président ou un dirigeant décide qu'on va faire comme ceci que si la population ou tout un ensemble de tout son entourage ou la population ne suit pas la même vision, ça peut pas forcément marcher. Donc que Mobutu l'ait décidé ou ait eu cette vision-là, que le feu président Eyadema Gnassingbé ait eu cette vision, si le reste ne suit pas, ça ne peut pas forcément marcher. Mais ça peut marcher si nous tous, nous suivons dans un pays
Mais est-ce cette qu'il ne revient vision. pas au leader d'imposer sa vision? Rollis au Ghana, quand il a pris le pouvoir, vous ne pouvez pas me dire que sa vision était partagée. Il a dû faire aligner le peuple ghanéen sur ce qu'il voulait. À ce moment-là, on va parler de dictature alors. On ne peut pas imposer, Mais on vous peut savez, avoir un avis. vous savez qu'il a été quelque peu dictateur, Rollis. Bien sûr, non, mais moi je n'appelle pas ça dictature. Ça c'est encore des mots choisis pour traiter les pays africains de dictateurs ou les dirigeants africains de dictateurs. Mais qui dit qu'on est dictateur? C'est là la vraie question. Qui a dit ça? Qui dit qu'on est dictateur? Il faut savoir d'où ça vient en fait. Qui dit qu'on est sous-développé par exemple? Qui a dit que les pays africains sont sous-développés ou ne sont pas riches? Les pays sont riches. Nous sommes riches en Afrique. À mon avis, nous sommes riches en Afrique. On a toute une richesse. On n'est pas sous-développé. Maintenant, on n'est pas... Mais quel standard quand on met développement? Qu'est-ce qu'on met dans développement en fait? On met quoi dans développement? On met quoi dans dictature? On met quoi dans... Parce que donc ça veut dire que mon père est un dictateur. Ça veut dire que, ben, vous savez, je pense qu'en Afrique, nous avons tous eu une éducation assez quand même ferme. Dès qu'on pose des limites à un peuple ou dès qu'on pose des limites à un enfant, dans une famille, je parle bien, hein, dans une famille, dès qu'on pose une limite ou dès qu'on commence à parler de limites, tout de suite, on est dictateur. Tout de suite, ça commence à parler de dictature. Mais bon, entre-temps, on n'a pas giflé de président chez nous. Hein. Donc, désolé de dire ça, mais c'est pas forcément... le président Rollis n'a pas été, je pense, un dictateur, à mon avis. Il a porté sa vision et une partie de la population a suivi et l'a soutenu. Ce qui a amené le Ghana où il est aujourd'hui. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un quand il a un avis. Mais par contre, s'il a tout simplement des gens qui sont beaucoup plus, qui sont de son avis et qui sont peut-être plus, le nombre est plus important, on va dire ça, oui, à ce moment, peut-être, ça permet au moins de faire avancer les choses dans un sens ou dans un autre. Ça peut être bien comme... Ça aurait pu cracher aussi le modèle Rollis. Oui, le modèle Rollis aurait pu ne pas marcher aussi. Hein, et pourtant, bon, il a marché. Donc, tant mieux pour le Ghana, tant mieux pour les pays qui ont pu avoir cette vision-là des choses. Mais je pense que l'Afrique, dans tous les cas, quand on vient, les bonnes intentions, c'est le plus important. Quand l'Afrique vient avec son idée, le fait de prendre son identité, d'imposer son identité, aujourd'hui, on ne sait même pas d'où on vient. On ne sait pas ce qu'on est et on ne sait même pas... Comment vous voulez qu'on sache où on va, en fait, lorsqu'on ne sait pas tout ça? Donc, c'est un vrai problème pour moi à ce niveau. Madame Andiao remet beaucoup de choses en cause. Les téléspectateurs nous diront tout à l'heure ce qu'ils pensent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Chacun son avis. Hein. Exactement, parce qu'ils ont la possibilité de nous écrire. Ils commencent déjà à plus 228 96 46 10 31, le numéro qui défile là à l'écran. Plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous pour nous dire ce que vous pensez de la gouvernance en Afrique et surtout ce qu'il faut faire pour améliorer cette gouvernance. Alors, Dr Nianon, je reviens à vous, surtout pour parler maintenant de ce qui existe, le modèle étranger adopté ici, ses caractéristiques et ses manifestations. Vous, comment trouvez-vous cette gouvernance, comment la qualifiez-vous? Quelles sont ces manifestations les plus visibles en Afrique, surtout au sud du Sahara? D'accord. La gouvernance en Afrique aujourd'hui est symptomatique de plusieurs maladies, de plusieurs carences, de déficits notoires en termes de manque de transparence, de reddition des comptes, de liberté publique, liberté individuelle et liberté publique, politique et civique. Cette gouvernance, parce qu'il y a également la dimension des droits de l'homme qu'il faut inclure dedans. Dans beaucoup de pays africains, les questions de droits de l'homme demeurent encore aujourd'hui des questions épineuses parce que beaucoup de composantes de cette thématique sont encore aujourd'hui des questions à explorer davantage. Les États n'arrivent toujours pas
à encadrer, garantir évidemment le respect des droits de l'homme. Il y a la Ça aussi, question... c'est une autre question, hein, ces droits de l'homme. Est-ce que les valeurs édictées sont conformes aux normes africaines? Est-ce que oui, les Africains... c'est exactement cela. C'est pour cela que tout à l'heure, je mettais justement ces questions de... Quand je parlais même de la constitution, de beaucoup de constitutions en Afrique qui malheureusement sont quelquefois même aux antipodes des réalités africaines. Pour peu, il faut juste voir dans certaines constitutions des phrases ad litteram même importées de la constitution française, surtout des pays africains francophones. Donc je reviens pour dire que cette gouvernance en Afrique aujourd'hui souffre de beaucoup de tard, parce que qu'il s'agisse de la question de la gouvernance politique, il y a beaucoup de déficits à ce niveau, liés donc à la pratique de la démocratie, liés donc à la régularité et à la transparence dans les élections. Il y a tellement de crises, de conflits liés aux élections, que ce soit avant, pendant et après, tellement de défis à ce niveau. En matière de droits de l'homme, il y a beaucoup de défis qui sont là. La gouvernance voudra que cette dimension des droits de l'homme soit véritablement prise en compte, même si il y a de l'inapplicabilité liée à certaines valeurs au regard de l'Afrique, au regard de nos coutumes, de nos pratiques. Il y a beaucoup de déficits. Je suis en train de parler de façon générale sans trop rentrer dans les détails. Et qu'il s'agisse aujourd'hui de la question de la gouvernance économique, vous avez le monstre l'hydre même qui est là, la corruption, qui avec ses tentacules a complètement défiguré le style ou bien la dynamique de gouvernance en Afrique, que ce soit au niveau des États, au niveau des individus. La corruption est un mal qui gangrène de façon exacerbée le milieu économique, le milieu financier en Afrique, avec un manque de contrôle des flux financiers. Vous comprendrez très bien comment les flux financiers sont illicites surtout, sont non contrôlés, ne sont pas contrôlés en Afrique, ce qui pose un réel problème à la gouvernance financière, économique. Et quand je prends par exemple la question de la gouvernance foncière, tous les problèmes fonciers sont en Afrique, les questions de terre, les expropriations, la question paysanne à plusieurs endroits en Afrique. Et même si ces questions-là même deviendront des facteurs même de ce que nous appelons aujourd'hui le terrorisme, il y a beaucoup de pays au Niger, au Mali, même au nord du Burkina, beaucoup de paysans qui n'arrivent pas à être véritablement en bon usage de leurs terres. Et ces questions-là créent également des conflits internes dans les nations. Je crois aussi également qu'au-delà de la question foncière, la gouvernance au plan de l'État, la gestion de l'État avec toute la problématique de l'État de droit, c'est-à-dire des questions procédurales en matière juridique, au niveau des juridictions, au niveau de la justice constitutionnelle par exemple, le rôle réel des juges constitutionnels dans notre état de droit, ça pose toujours problème. Donc la gouvernance en Afrique aujourd'hui bat vraiment de l'aile et cela laisse tout simplement voir les résultats piteux que nous avons en matière d'économie, en matière d'infrastructure, en matière d'éducation, en matière de santé, d'urbanisme, etc. Donc c'est pour dire que s'il faut qualifier cette gouvernance, il faudra dire que c'est une mauvaise gouvernance, d'autant qu'on lui opposera plus tard la bonne gouvernance. On dira que ce sont des États qui sont des mauvais élèves, des mauvais élèves parce que au regard des partenaires techniques et financiers, lorsque par exemple il y aura des standards qu'il faut respecter pour pouvoir être caractérisés comme bon élève, nos États africains ont beaucoup failli. C'est ça même qui aide aussi à tracer rapidement la typologie même de certains États. Quand prenons par exemple dans cette gouvernance-là, tous les États ne sont pas au même niveau. Parce il est important de le dire. Il y a par exemple les États rentiers, comme par exemple le Nigeria ou
beaucoup, l'informel est assez avancé, où il y a une difficile maîtrise de tout le contour même de l'État. Vous voyez, par exemple, c'est à ce niveau où il se pose également la question de la gestion des frontières. C'est symptomatique, par exemple, du cas du Nigeria avec Boko Haram et le cas du marché, le marché économique au Nigeria qui est carrément fondamentalement informel, où le flux est difficilement maîtrisable. Pas seulement au Nigeria, dans pratiquement... J'ai juste donné un cas. Un cas, mais la plupart des pays en Afrique du Sud-Sahara. Je ne peux pas lister tous les exemples ici. Maintenant, quand il est également question des États qu'on peut appeler États fragiles, parce que la gouvernance, le mode de gouvernance finit par caractériser ce type d'État-là, comme par exemple certains États qu'on qualifie d'États fragiles, les États qui en fait sont dans une situation comme une sorte de poudrière, c'est-à-dire qui ne sont pas stables et qui peuvent tousser à tout moment dès qu'il y a un petit problème. C'est des États dans lesquels les fondamentaux démocratiques ne sont toujours pas au point, les droits de l'homme sont toujours balbutiants, l'économie est à prendre avec des pincettes et le développement même tout saute encore. Donc il y a autant de ces États, mais vous savez, en Afrique aussi, il y a de ces États-là qui peuvent être appelés les États matures. Oui, mais on reviendra sur ces États, sur ces modèles de gouvernance selon vous. Je voudrais recentrer un peu le débat avec vous, Madame Andiaou, sur le plan économique, parce que même au niveau des États, au niveau de certaines entreprises, vous intervenez parfois pour coacher. Alors, pourquoi en Afrique il y a ce phénomène de corruption est endémique? Pourquoi le vol est présent un peu partout, au niveau de la famille, au niveau des entreprises, au niveau de l'État? Pourquoi on vole tant en Afrique? Pourquoi vous me dirigez cette question? Peut-être parce que vous êtes une femme, les femmes ne volent pas. Parce que vous avez l'expérience aussi bien de l'État que des entreprises et de la famille. Alors, déjà, pour parler de corruption, la corruption existe partout. Il n'y a pas qu'en Afrique que la corruption existe. Elle existe partout au monde. Même les pays là qui nous taxent, nous les pays africains, de corrupteurs, de pays où il y a trop de corruption, il y a ceci. Il y a de la corruption chez eux aussi. On ne peut pas parler de corruption et tout de suite, dès qu'on parle de corruption, on ne regarde que l'Afrique. Pourquoi c'est toujours l'Afrique qui est mise dans cette case-là? Alors, pour moi, la corruption, elle est à tous les échelles. Donc, une échelle, on dit non. Oui. Toutes les échelles, alors. La corruption, c'est pas forcément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans la famille, dans une famille, dans une entreprise. Mais là, si on recentre le problème au niveau de l'Afrique, pourquoi nous vivons la corruption en Afrique? Nous aussi, attention, nous aussi, parce que je ne vais pas dire, je précise bien que la corruption, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est partout dans le monde. Et donc, pourquoi si dans une famille ou dans une autre, il y a du vol, partout dans le monde, il y a des gens malhonnêtes. Hein. C'est pas compliqué. Partout dans le monde, il y a des gens malhonnêtes. Partout dans chaque famille, peut-être ou non, on peut trouver des gens qui ne sont pas honnêtes. Donc, s'il y a du vol dans une famille, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête. S'il y a du vol dans une entreprise, on le vit, quand tu es chef d'entreprise et tout, et que tu as ton entreprise, si tu te fais voler par un employé, c'est qu'il n'est pas honnête, tout simplement. Est-ce que le vol n'est pas généralisé? Donc, ça veut dire que nous, les Africains, nous sommes voleurs? Aussi. Ah, non, nous avons des valeurs tellement que moi je ne peux pas dire que les Africains, nous ne sommes pas des voleurs. Comme je dis, le vol, ça existe partout dans le monde. Est-ce qu'il n'est pas plus endémique en Afrique quand vous prenez l'administration dans les pays en Afrique noire? Les pots de vin existent un peu partout, vous prenez même dans les entreprises privées. Est-ce que ce n'est pas un phénomène plus visible en Afrique, plus prégnant en Afrique qu'ailleurs? D'accord. Alors, c'est un problème qui est... pour moi, je dirais que ce que peut-être les Occidentaux appellent pot de vin, je dis encore, c'est qu'ils appellent pot de vin. Pardon?
Oui, ce qu'ils appellent pot de vin ou ce qu'ils vont... Ce sont des pourboires. Oui, oui, mais quand vous allez dans un bar, vous déposez bien quelque chose à la serveuse ou à quelqu'un. Si ça arrive, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je ne dis pas encore ça. Moi, je ne fais que analyser un problème. Vous me posez une question, j'analyse le problème. Que ce soit qu'on trouve que c'est bien ou que c'est pas bien, mais dans tous les cas, j'ai pu observer quand même en Afrique que nous avons des pratiques qui peuvent venir aussi vers les entreprises ou bien les sociétés publiques ou les sociétés privées. Mais dans tous les cas, nous sommes confrontés à notre propre façon de faire. Lorsque, par exemple, nous adoptons la façon de faire de l'Occident, qui nous dit, voilà, dans les administrations, il ne faut pas ceci. Donc, ça veut dire que quand tu vas voir quelqu'un, oui, fais-moi cette photocopie, ou tu vois la secrétaire qui te fait une photocopie, que tu lui donnes 500, ou je ne sais pas, j'en sais rien, ou tu lui fais un petit cadeau parce qu'elle t'a fait une photocopie, parce qu'elle a peut-être été gentille, comme tu peux donner quelque chose à la serveuse. Donc, ça veut dire que c'est corruption, parce que c'est une entreprise, parce que c'est une administration. Mais il arrive, madame, que si vous ne donnez pas ce pot de vin, vous n'avez pas accès au service demandé. Et là, c'est là que se pose le problème. Voilà, c'est là que se pose le problème. Et ça, c'est différent. C'est différent de nos pratiques habituelles où, par exemple, dans notre bonne foi, nous avons juste envie de dire merci à l'autre, d'une façon ou d'une autre, tout simplement. C'est différent de quand, par exemple, tu arrives quelque part et qu'on t'impose d'abord de donner quelque chose avant qu'on te fasse peut-être ce service-là, alors que c'est normalement le travail de la personne. Ça, c'est différent. Pour donner un exemple tout simplement, on a dit que les Africains ont vendu leurs enfants ou pas. C'est vrai. On a dit ça dans l'histoire. Quand l'histoire est racontée dans notre système éducatif, c'est qu'on a éduqué, c'est qu'on a vendu nos enfants. Et pourtant, l'Africain a une façon de faire les choses. Dans nos traditions, quand tu vas dans un village, on te donne un enfant peut-être pour que tu puisses lui donner le meilleur parce que tu vis en ville. Tout simplement parce que peut-être tu as les moyens de pouvoir le mettre à l'école. Mais cet enfant doit revenir. Cela ne veut pas dire que le parent renonce à cet enfant ou bien qu'il ne veut pas de son enfant. Mais tout simplement, il se sacrifie pour donner le meilleur à son enfant. Mais quand on vient nous demander, on dit qu'on a donné nos enfants à vendre ou tout ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc ici, quand par exemple je vais dans une administration ou bien monsieur qui est là, ou vous-même, vous allez dans une administration, vous faites un petit cadeau à quelqu'un, pas forcément pour qu'il rende ce service, mais parce que le service a été bien rendu. Attention, à ce moment-là, c'est différent. Mais on met tout dans le même panier en disant que c'est une corruption, on est corrompu, c'est du vol, ça commence à parler, ça commence à ceci, ça commence à jaser. Et là, c'est là que je dis qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il faut faire la part des choses. Docteur Gnagnon nous dira ce qu'il pense de cette conception des choses. Mais nous allons marquer une pause et retrouver les téléspectateurs dans une dizaine de minutes avec leurs questions. Je vous rappelle encore le contact, plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous comme le font beaucoup déjà pour poser des questions sur la gouvernance en Afrique. Le journal tout de suite, on se retrouve pour la seconde partie de New World Forum dans 10 minutes.